Bonjour à tous. Comme vous le voyez à l'iris qui se trouve en dessous de moi, je me trouve aujourd'hui au Parlement bruxellois et juste au-dessus de moi, c'est un siège vide pour l'instant évidemment, mais c'est surtout dans cette assemblée normalement le siège de Bertin Mampaka, le président du Parlement bruxellois, et je vous propose dans cette vidéo d'aller le rencontrer tout de suite dans son bureau. Avec lui, nous allons faire le tour de toute la situation en région bruxelloise et revenir sur la crise politique. Bonjour à tous. Comme vous le voyez à côté de moi, je me trouve en présence de Bertin Mampaka. Nous sommes ici au Parlement bruxellois et Monsieur Mampaka est le président du Parlement. Bonjour Bertin. Bonjour Mathieu. Alors, ici, le but de l'interview aujourd'hui, c'est d'abord que les gens qui ne vous connaissent pas puissent apprendre à faire connaissance avec vous. Et puis surtout, vous avez ce rôle de président, du Parlement bruxellois. Et ce sera donc de voir un petit peu avec vous comment vous envisagez ce rôle, votre fonction ici, alors même qu'on arrive bientôt à 600 jours sans gouvernement au sein de la région bruxelloise ici. C'est vrai, Mathieu. Répondre à une question posée comme tu la poses, c'est-à-dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Quelque part, 600 jours bientôt, en période de crise profonde, la première et l'unique, ce Parlement existe depuis 35 ans. On est en 6e réforme institutionnelle. Et je me dis dans ma tête, mais en fait, je suis l'un des plus anciens de ce Parlement, pour finir. Pas seulement le plus vieux, mais le plus ancien. Ça va faire bientôt 22 ans que je suis là-dedans. Mais avec une particularité, une spécificité, c'est que sur les 22 ans, j'aurais été à la fois successivement membre du bureau de ce Parlement sur mes 22 ans, pratiquement pendant 15 ans. C'est-à-dire le conseil d'administration du fonctionnement de ce Parlement. Je le connais, comme dirait mon ami Olivier Willox, je connais un peu les caves, les soupirails, les souterrains, un peu toutes les pièces, compte tenu de mon ancienneté dans ce Parlement. J'ai été secrétaire, membre du bureau. J'ai été vice-président et curieusement, j'en suis le président aujourd'hui en période de crise, mais ce qui est unique, historique, exceptionnel et valorisant, et j'en suis très fier et très heureux, en croire le standing ovation que mes collègues m'ont fait à la dernière séance du Parlement régional bruxellois, c'est que je gère également le Parlement francophone bruxellois. Tout en sachant que... Parce qu'il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas bien la région bruxelloise. Ici, c'est un fonctionnement particulier. Il y a le Parlement bruxellois, donc avec 17 députés néerlandophones et puis le reste francophone. Il y a en tout 89 députés. Et puis en plus de cela, on a à côté encore un Parlement francophone bruxellois et un Parlement néerlandophone bruxellois. C'est ça? C'est même les étudiants qui sortent de l'ULB ou en Sciences Po ou ailleurs ont toujours du mal. Même les meilleurs professeurs de droit constitutionnel n'arrivent toujours pas à les aider à maîtriser la spécificité, la complexité en tout cas de l'architecture, je veux dire, institutionnelle belge. Dans toutes les couches de lasagne belge, il y a une dernière couche qui est le Parlement ou la région bruxelloise, avec à l'intérieur 3 parlements. Donc, comme tu l'as dit, le plus petit, c'est la VGC, le Parlement flamand, avec les 17 flamands. Et puis, le deuxième en importance, le Parlement francophone bruxellois, que je préside aussi avec 72 francophones. Et alors vient la RCCCC, n'est-ce pas, qui est donc le bicommunautaire, comme on appelle. Et au-dessus, le dernier chapeau, le PRB, le Parlement régional bruxellois. Conclusion, en réalité, sous les 4 parlements qu'il y a dans cette boîte, dans cette paupérus, j'en préside 3, ce qui est exceptionnel, inédit, en termes de cumul, c'est impressionnant. C'est beaucoup de boulot. Mais rassurant tes followers ou tes téléspectateurs, il y a une seule rémunération. Mais alors, c'est bien de préciser qu'il n'y a qu'une seule rémunération parce qu'effectivement, on peut rapidement penser que si vous cumulez les postes, vous cumulez les rémunérations aujourd'hui. Complètement faux. Je suppose que vous avez quand même une rémunération confortable, cela dit. Des présidents d'assemblée comme le wallon, comme le flamand, etc., etc. Mais je ne veux pas faire des comparatifs, rassurez-vous. Ouais. C'est comme les institutions le prévoient, etc. Il ne faut pas s'en plaindre. Mais donc ici, ça c'est le premier constat déjà qu'on peut tirer de cette interview, c'est que c'est une vraie, déjà de base, la région bruxelloise, c'est comme vous dites une vraie lasagne institutionnelle qui est
compliqué dans son fonctionnement. Tout à C'est fait. quand même, je trouve interpellant que vous dites que Mhm. même les meilleurs experts, les constitutionnalistes, n'arrivent Mhm. pas à Mhm. guider correctement les étudiants, même dans des études de sciences politiques, du coup, Tout à fait. à expliquer correctement le fonctionnement de la région bruxelloise. Alors, on va peut-être se recentrer un peu sur vous Mhm. Mhm. là-dedans. Mhm. Vous arrivez à la présidence du Parlement, Mhm. si je ne me trompe pas, au Mhm. lendemain des élections, en fait. Ben, d'abord, Georges-Louis Boucher m'a fait le privilège de m'accepter au MR parce que je n'étais plus en phase avec mes amis engagés qui s'est recherché, n'est-ce pas, à l'époque, n'est-ce pas? Ils m'en ont voulu un peu. Et comme moi, je savais un peu ce que je voulais, j'ai toujours été un peu de centre droit dans les engagés. Donc, je rejoins le MR de Georges-Louis Boucher, David Lester et David Westman, Alexia Bertrand à l'époque. Et toutes les autres stars, le MR était renouvelé. Et nous voilà élus, donc, au lendemain. Et je remercie encore une fois David Lester, Georges Le Boucher de m'avoir donné la deuxième place du deuxième homme sur le liste, c'est-à-dire quatrième. Euh, Mhm. Au lendemain, nous sommes élus, et bien voilà, la tradition voudrait que l'installation du Parlement bruxellois se fasse dans un délai prévu et que, contrairement à ce qui se passe à la Chambre, celui qui préside la première séance dans ce Parlement-ci, ce n'est pas le plus ancien qui a la plus longue ancienneté, comme à la Chambre des Oui, représentants, c'est le plus vieux, tout simplement. Donc, le ok. plus vieux pourrait avoir été élu pour la toute première fois, et il lui revient la charge d'installer un bureau définitif. Or, dans ce cas ici, le plus vieux se trouve être votre serviteur, à mon grand étonnement moi-même d'ailleurs, que je me trouve le plus vieux, et j'étais à la fois le plus vieux et le plus ancien. Donc, une fois installé, donc, on a espéré tous qu'un gouvernement se ferait assez rapidement avec un homme qu'on avait tous pressenti comme ministre-président, c'est-à-dire David Lester. Et puis, vous voyez les complications qu'il y a eu, les exclusives à gauche, à droite, et puis les élections municipales qui ont un peu créé une condition particulière jusqu'à la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous vivons pratiquement, depuis les élections 2024, dans une situation qui est assez particulière, Mathieu. Ça, je tenais vraiment à le dire à tes téléspectateurs. Une situation assez particulière. Il n'y a pas de majorité officiellement dans ce Parlement. Ouais. Exercer la fonction de président d'assemblée quand on n'a pas une majorité, j'ai trouvé une expression pour dire, j'attrape le tourniquet au perchoir parce que je dois être attentif et je dois balayer la gauche de l'hémicycle, du perchoir où je suis, jusqu'à la droite, être très attentif à chaque mouvement, chaque réaction, parce qu'il n'y a pas de majorité. Ce que mon prédécesseur, Rachid Mavran, et les autres qui m'ont précédé, Calvin Soares, le brillant Calvin Soares, en Kokov, ils ont présidé les différentes assemblées, les deux assemblées séparées, ils les ont chacun présidé, mais en ayant une majorité. C'est quoi avoir une majorité? C'est un gouvernement, Voilà, tout voilà, une simplement. majorité avec un groupe de parlementaires qui te soutiennent. Donc, Ouais. tu fais une bourde hein, au perchoir, t'as la majorité qui te protège, qui te soutient. Et quand t'as pas de majorité, comme moi, j'ai pas de majorité, tu fais une bourde, tu es fusillé sur le champ. C'est à ça aussi que je voulais en arriver à vous poser comme question, c'est justement presque 600 jours sans Mhm. gouvernement, Mhm. c'est un record mondial. Tout à fait. Et Mhm. vous, en tant que président, mais c'était de Mhm. savoir comment est-ce que vous vivez cette absence de gouvernement. Vous avez déjà donné des Mhm. pistes de réponse. On entend Mhm. que Mhm. c'est assez compliqué. Mhm. D'autant plus, je suppose aussi que vous faites partie d'un Mhm. parti politique, Tout le à fait. mouvement réformateur, mais Mhm. vous avez le rôle de président. Et donc, Mhm. est-ce que quelque part, en étant dans ce rôle de président, Mhm. vous essayez de vous sortir un peu de vos convictions libérales pour être un peu plus apolitique et savoir fédérer tout le monde? Ou bien est-ce Ouais. que quand même vous restez dans les convictions libérales? Comment est-ce qu'on fait quand on est président du Parlement, Ah, de la seule Mathieu. institution qui fonctionne encore sans gouvernement? Tout à fait. Tout à fait. Et tu fais très bien de le rappeler aux téléspectateurs que quand il y a une absence de gouvernement, comme c'est le cas avec un gouvernement plutôt en affaires courantes, le Parlement joue un rôle particulier, important, plus qu'en temps normal. David Lester, ça fait 2 fois que je le cite, avait dit, en l'absence du gouvernement, le Parlement devient le cœur du réacteur. Un réacteur, on sait que Ouais. c'est dangereux, n'est-ce Parce que pas? ça reste la seule Voilà. institution politique qui fonctionne Sur, encore normalement et qui peut prendre des décisions aussi pour la région de tout à fait. Bruxelles-Capitale. D'où tous les collègues, je ne vais pas être désagréable avec eux, qui ont naïvement cru qu'en l'absence du gouvernement, le Parlement n'allait pas fonctionner. D'ailleurs,
C'était l'idée qui avait été envisagée pour réduire les moyens de la présidence, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, donc le Parlement n'avait pas fonctionné. Donc tous les gens qui ont dit ça se sont trompés largement. Il y a beaucoup d'activités dans ce Parlement. Alors, je suis libéral du mouvement réformateur. Comme mes 19 autres collègues, quand vient le moment où il faut voter pour le loyer abusif, je vote comme Clémentine Barzin, comme ma chef du groupe, je vote comme tous les autres, Olivier Willox, Amine Boujdani, Loub Nasgoud et Aline Godfrin, tous mes brillants collègues. On respecte ce qu'on appelle la consigne du vote, n'est-ce pas, la consigne du vote. Je vote comme tout le monde, donc le président, il Oui, doit c'est appuyer ça. sur son bouton. Ça, c'est peut-être un truc un Oui, peu contre-intuitif, qu'on s'imagine pas immédiatement, ouais, parce ouais, que vous êtes président d'un Parlement, ouais, vous devez fédérer tout le tout le monde. Parlement, Ouais. et quelque part, vous votez quand même, donc vous exprimez aussi vos opinions politiques. Oui, oui. C'est le seul moment, et je pense que ce n'est pas une faveur qu'on m'accorde mes nombreux collègues qui m'ont fait l'honneur de ce standing ovation. Je dois t'en parler pour une deuxième fois parce que c'est exceptionnel et c'est rare, mais j'ai été ému. Enfin, j'ai retenu mes larmes quand même parce que je suis un grand émotif, hein, donc j'ai retenu mes larmes. C'est vraiment un témoignage de soutien terrible euh, dans des circonstances particulières. Rares sont les présidents qui se sont fait applaudir par leurs parlementaires en tenant un marteau pour les inciter à, à la discipline. Euh, pour le reste, le président d'Assemblée est supposé être asexué. Alors la difficulté, c'est comment ne pas déplaire à ceux qui sont de votre groupe, tout en étant juste avec tout le monde. C'est un exercice d'équilibre. Il y a deux endroits différents. Et moi, je fais la différence. C'est pour cela qu'il est arrivé que nous ayons à prendre des décisions assez difficiles, notamment la réduction de 5% des rémunérations des parlementaires, une autre que nous avions qualifiée d'économie. Nous avions pris l'initiative en tant que parlementaires tout seuls au sein du comité de gestion. J'appelle le conseil d'administration le bureau élargi, où on a des chefs de groupe. Donc ça, ce sont les réunions préparatoires aux séances plénières, c'est ça? Aux séances Donc, plénières. parce qu'il faut expliquer. Et à la gestion du fonctionnement du Parlement. D'accord. Parce qu'il y a à peu près 160, 170 personnes travaillant dans ce Parlement, auxquelles il faut ajouter les collaborateurs des groupes, auxquels il faut ajouter les collaborateurs individuels. Donc, c'est plus qu'une PME qui fonctionne ici, c'est une petite usine. Donc, il y a la gestion à part du Parlement qui se fait dans le bureau, tout court. C'est ça. Et le fonctionnement politique qui se fait dans le bureau, qui est élargi au chef des groupes. Et alors, dans le bureau élargi au chef de groupe, et c'est là que la nécessité de neutralité s'exprime encore plus fort. Par exemple, dans mon cas, chaque fois qu'il y a une décision du bureau qui n'a pas été unanime, moi, on me l'a pas demandé, j'ai innové sur base de mon expérience en tant qu'échevin à la ville de Bruxelles pendant presque 10 ans, n'est-ce pas? Je refuse qu'une note soit mise à la signature du président si elle ne fait pas l'unanimité dans le bureau. D'accord. Parce qu'il faut expliquer un peu pour les gens qui connaissent pas. Donc, un parlement, comment ça fonctionne? Il y a des séances plénières avec l'ensemble des députés qui sont présents. Le vendredi, tout le monde, les 89 sont là, on vote des lois, les textes sur le loyer abusif ou pas, les titres services et consorts. Et là, chacun s'exprime. Et des majorités se dégagent. Et ce qu'on a vu durant cette période d'absence de gouvernement, c'est ce qu'on appelle des majorités alternatives. Oui. Donc, par exemple, sur les titres services, eh ben, c'est pas les mêmes qui ont voté les titres services qui vont voter, par exemple, sur le loyer abusif. Sur certaines résolutions, que ce soit Gaza, que ce soit la RDC, donc ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, chaque parti s'exprime. Le président que je suis, je vote en l'ordre, je deviens, même si je suis au perchoir, j'ai un bouton, comme tous les autres 88, n'est-ce pas? Je dois choisir, je ne peux pas m'abstenir de voter en plénière. Mais quand nous allons en préparation du bureau élargi, moi, je mets à titre individuel un point d'honneur à essayer de rassembler les points de vue des uns et des autres. C'est ça le rôle du président, non seulement rassembler, mais arriver à conclure, faire des propositions intermédiaires. On écoute. C'est assez, je ne dis pas que c'est le plus difficile, mais quand même, il arrive régulièrement que la salle soit divisée en deux, les pour et les contre. Et il faut arriver à synthétiser, trouver, venir avec une proposition alternative qui puisse rassembler le plus grand nombre de gens. Mais surtout éviter d'avoir des gens qui se dressent contre vents et marées
pour détruire ou démolir une décision, même si le bureau est supposé être collectif. C'est ça, parce que dans ces réunions préparatoires que Mmh, vous évoquez, il faut que le mmh. travail soit réellement utile pour que derrière, en séance plénière, on n'ait pas un débat qui soit stérile Pas et seulement après. qui amène à des votes. Tout à fait. Et vous avez une Mmh, très grande diversité d'opinions, puisque à mmh, Bruxelles, mmh. on va de l'extrême droite avec un élu du Vlaams Belang jusqu'à ce qu'on peut qualifier de l'extrême gauche aussi avec le PTB. Et Oui. donc, ce sont des opinions très, très, très différentes en fonction des partis. Et vous devez essayer de rassembler tout ça. J'aurais bien voulu avoir le Parlement de Willy Boursu, mon collègue est brillant au Parlement, ancien ministre que j'adore, parce que lui, il y a les 5 partis traditionnels francophones. Et la particularité de ce Parlement, Mathieu, et c'est là que ça devient compliqué, c'est que nous avons pratiquement 16 groupes politiques différents. J'ai inclus le des indépendants. Peut-être que si demain il y en a un autre, il y en aura 3, ça va passer à 17. C'est unique. Je pense que c'est unique en Belgique. Donc c'est le Parlement avec 89 députés où il y a pratiquement 16 groupes politiques qui doivent intervenir. Alors dans le règlement, pour une proposition de résolution, par exemple une ordonnance, chaque groupe a le droit d'intervenir 20 minutes. Multiplier 20 minutes par 16, ça vous montre la durée d'un débat en plénière où il faut garder l'attention des parlementaires pour qu'ils ne soient pas dissipés au niveau du vote. Hier, par exemple, j'ai lu dans le journal que mon collègue Benoît Dispar, mon ancien collègue engagé, qui a eu un peu une agitation dans son assemblée. J'aurais pu croire que là-bas, c'est parce qu'ils sont moins nombreux, que ce serait moins agité qu'au Parlement bruxellois. Mais c'était un challenge pour un président d'assemblée de garder l'attention des parlementaires, n'est-ce pas, pour qu'ils ne soient pas dissipés, pour que les débats soient disciplinés, que ce soit audible, sans vraiment faire l'instute, n'est-ce pas, sans faire vraiment le père fouettard, parce que ça Parce peut que très vite déborder et déraper. il faut que les gens comprennent qu'une séance plénière, alors de mémoire, ça dure facilement 3-4 heures Minimum. et ça peut aller beaucoup plus La jusqu'à dernière, des nous avons dizaines fini d'heures même. pratiquement 23 heures moins le quart, pratiquement. La dernière, et nous avons fait pratiquement 37 votes au moment où tous les parlementaires de 9 heures sont fatigués et dissipés pratiquement. C'est à ce moment-là que ça dérape. Et dans mon cas, dernière expérience éprouvante, comme par hasard, la machine à voter est tombée en panne. Permettez-moi de rire parce que Pas de souci. c'était un épique, historique, rare d'ailleurs. C'est déjà arrivé que la machine tombe en panne, mais quand on fait 3 votes, 4 votes, ce n'est pas grave. Hein, on peut s'arranger, à la limite, on peut faire un vote nominatif, ça arrive par beaucoup. Ici, on avait en plus investi dans une nouvelle machine, et la machine, elle tombe en panne au moment où on a le plus grand nombre de votes, et à quelle heure? À 22 heures et X, tout le monde est fatigué, Quand il n'y a plus d'ouvriers disponibles pour venir il réparer n'y la a machine plus aussi. personne et les parlementaires veulent vite terminer pour quand même retrouver leur famille. Donc Est-ce c'est un que moment de stress important, oui. ça peut être une tactique politique, ça, parfois, de Mm, justement prévoir des mm, réunions politiques ou des mm, sessions plénières plus tard mm, pour qu'à un moment donné, la fatigue vienne et incite les gens à trouver des accords? Non, 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 non. Dans le cas du président, il y a cette espèce d'éthique de neutralité, d'être asexué, même si on a une couleur politique. Un président, je pense, même ceux qui avaient une majorité, je pense à tous ceux qui m'ont précédé, on a envie que ça se conclue calmement. Vraiment, on a envie. L'angoisse, c'est le dérapage. Et dans le cas du Parlement bruxellois, dans mon cas particulièrement, j'ai toujours eu une terrible angoisse. Oui. Bruxelles n'a pas de gouvernement, n'est-ce pas? C'est déjà compliqué. Beaucoup de gens ne comprennent plus rien. Ils sont fatigués. Si en plus, on montre à la télé une assemblée de gens qui se jettent de noms d'oiseaux à la figure et une... J'ai toujours dit, il ne faut pas ajouter le chaos à la crise ou la cacophonie à la crise. Donc il y a dans mon chef, et je remercie au passage tous les chefs des groupes, de tous les partis politiques, du plus grand au plus petit, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais plus particulièrement les partis traditionnels, les grands groupes du MR, PS, Écolo, PTB d'ailleurs, n'est-ce pas, d'être très coopératif et d'avoir compris l'enjeu qu'il y avait par rapport à l'image du Parlement bruxellois, qui, en période de crise, en l'absence du gouvernement,
devait absolument rassurer nos concitoyens comme étant une institution gérée convenablement, qui fonctionne, n'est-ce pas, qui est capable de prendre sa responsabilité. Les députés ont pris l'initiative, en l'absence d'un gouvernement de plein exercice. D'ailleurs, je leur souhaite, même quand il y aura un gouvernement un jour, qu'ils puissent garder ces bonnes habitudes d'être à l'initiative, n'est-ce pas, de beaucoup de textes pour qu'ils ne puissent pas se laisser confisquer certaines prérogatives par des gouvernements. On a déjà vu ça dans beaucoup de cas. Le gouvernement empêcherait, ça existe, hein, des exemples sont nombreux à travers le monde et ailleurs, même dans les démocraties européennes, où l'initiative parlementaire est un peu bridée par le gouvernement. Ici, ils ont découvert. On a découvert, j'y suis depuis près de 22 ans, on a découvert que cette crise, en l'absence d'un gouvernement, le Parlement pouvait faire fonctionner les institutions d'une certaine manière. Hein. Mais ça, les citoyens bruxellois, les habitants de Bruxelles, qui sont pas spécialement des connaisseurs de la politique, eux, ils ont du mal à percevoir que le Parlement bruxellois fonctionne encore bien. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que il y a plus de gouvernement depuis près de 600 jours et que c'est le chaos politique. J'ai même vu un jour qu'un collègue ou certains avaient imaginé qu'un jour le Parlement bruxellois puisse surseoir à son installation en septembre il y a 3 mois. Vous imaginez, tu imagines, Mathieu, donc pas de gouvernement, le Parlement ne se réunit pas parce que on devait, comment dirais-je, essayer de faire concorder l'installation du Parlement, la rentrée, en tout cas la deuxième session, avec des éventuels accords et tout ça. Le Parlement travaille. Beaucoup de textes, j'en ai cité 2, 3, qui ont été votés, si les commissions de réunion, j'ai des chiffres en tête, et à la même période, on compare, hein, si on compare la législature, parce que une législature, c'est 5 ans. Une session, c'est 12 mois, n'est-ce pas? On compare la législature précédente à la même période, un peu comme les indicateurs économiques, n'est-ce pas? On est à 50% des textes d'interrogation, en plus qu'en période Donc vous avez sans gouvernement voté, oui, voter 50% en plus de textes de loi, enfin des décrets ici en région, ce sont des ordonnances, des ordonnances, oui. Donc vous avez voté la moitié en plus d'ordonnances. Contre les questions écrites, questions orales, interpellations, demandes d'explications, on a 50% en plus qu'en période normale pour la même période, si on compare la même période par rapport à la législature précédente, si on peut l'appeler, la nommer, c'est la législature 2019-2024. Parce que cette législature, c'est la 24-25. Je voulais aborder aussi avec vous les conséquences de cette crise gouvernementale les plus directes pour les citoyens, celles qui peuvent le plus voir. On entend beaucoup que tout le secteur associatif est en grande souffrance ici parce que il dépend énormément des subsides qui sont donnés par la région. Tout à fait. On entend aussi que certaines banques veulent vous lâcher dans les prochains mois. Il y en a certains qui ont évoqué un risque de shutdown. Comment est-ce que vous anticipez tout ça? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Mathieu, je fais de la politique. Je suis professeur d'économie dans une haute école, hein, dans la haute école du Hainaut, donc depuis des années, ça c'est mon job qui m'a nourri. Donc la politique est une passion, sacerdoce, vocation, même si elle me nourrit aujourd'hui comme beaucoup de gens. C'est pour ça que je suis, contrairement à certains collègues, je pense qu'il faut des professionnels en politique, parce que la gestion de la chose publique aujourd'hui requiert des compétences particulières, n'est-ce pas? Les Bruxellois nous confient leur vie, des millions, des milliards, leurs immeubles, leurs biens. On doit avoir un minimum d'instruction, de compétences. Là, je suis un peu en faux avec tous ceux qui pensent que la politique était un métier où on a besoin d'intermittents, hein, qui viennent de temps en temps faire la politique quand ça leur plaît. Vous êtes pour l'idée d'avoir des politiciens de carrière, en fait. Entre nous, Mathieu, on peut discuter. C'est un débat qui en vaut la peine. Un exemple. J'ai été chef de la régie foncière à la ville de Bruxelles pendant 3 ou 4 ans. Heureusement que je savais lire un bilan. Heureusement, parce que je suis professeur comptable, d'économie, des finances et tout ça dans mon cas. Hein, je savais lire un bilan, je pouvais fixer un cap, n'est-ce pas? Et la régie foncière de la ville de Bruxelles, c'est 1,5 milliard de patrimoine. 1,5 milliard de patrimoine.
n'est-ce pas? C'était un chiffre d'affaires à l'époque de près de 30 millions d'euros par an. Il faut avoir des notions minimales pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, quand on n'a pas des backgrounds pour ça, moi, j'estime, en tout cas, si j'avais un conseil, parce que je suis pratiquement presque en retraite ou en pré-retraite, mais je considère absolument que les Bruxellois devraient avoir des exigences, compétences minimales pour leur confier autant des millions et des milliards à gérer pour leur avenir. Comment confiez-vous l'avenir de vos enfants, des gens qui n'en ont pas les aptitudes nécessairement, qui n'ont pas été formés? Vous irez dans n'importe quelle société, chez Pricewaterhouse ou je ne sais pas où, dans une banque pour travailler, on vous exige de savoir un minimum de compétences pour ce que vous allez faire. C'est le seul job où j'estime sincèrement que la compétence minimale est nécessaire. Donc, pour revenir à votre question, Mathieu, si vous me permettez, là, j'ai fait une digression par rapport à ce que je pense profondément. C'est pour ça que Oui, la c'est ça. limitation des mandats, le décumul, comme on l'a vécu ici, j'ai voté contre avec Vincent Delolf et bien d'autres au Parlement Mais bruxellois. donc là, c'est l'idée de voir vraiment pour le secteur associatif, par Oui, exemple, pour le oui, secteur de la construction, oui, oui, pour le métro 3 qui oui. n'avance plus, pour les banques qui disent qu'ils vont vous lâcher. Merci Mathieu. Métro 3, c'est un exemple d'un manque de prévision, d'un manque de, je dis pas de compétences, il y a des gens qui ont fait leur boulot dans ce drame financier. On part d'1 milliard, on finit avec 4 milliards et demi, et avec des arrêts des travaux, une incompréhension, une commission spéciale pour savoir qui a dit quoi ou qui n'a pas fait son Vous boulot. avez auditionné Didier Renders avant-hier quand on a tourné l'interview. Enfin, Ah oui, avant qu'on tourne l'interview, ça fait avant-hier, ouais, du ouais, coup. tout à fait, Vous tout à l'avez fait. auditionné. Mais donc, il y a quand même un travail qui se fait. Mais sans gouvernement, il n'y a pas de réelle décision qui peut être Sans prise. gouvernement, les Bruxellois se sont exprimés le 9 juin 2024. Ils se sont exprimés le 9 juin 2024 pour un changement de cap. Le changement des caps, c'est sous base des programmes. Il y a eu plusieurs partis politiques qui se sont présentés devant les Bruxellois, chacun en leur disant voilà ce que nous allons faire avec votre argent, votre pays, votre région. Euh, Ce n'est pas faire offense à quelqu'un de dire qu'avec 1,5 milliard de déficit budgétaire, n'est-ce pas, ce n'est pas faisable. L'argent, entre nous, et je n'attaque personne, a été mal utilisé. Il a été mal affecté. Je me dis, Mathieu, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir un peu dans notre interview, c'est qu'il y a moyen de faire mieux avec moins. Ça, c'est ce que le MR dit beaucoup. C'est le Ah oui. grand slogan du mouvement J'ai jamais réformateur entendu. dans tous les, Euh, dans tous les gouvernements. Je crois que je l'ai beaucoup entendu à la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, ouais. faire mieux avec Avec moins. moins. C'est faisable. Et à un moment, on se pose la question. Est-ce que l'argent qu'on met dans une telle activité est-il rentable? Parce qu'il y a des priorités à gauche et à droite. En matière bouscule, par exemple, la sécurité, c'est quelque chose, on n'exagère pas. J'ai encore vu dans une gazette, je ne sais pas laquelle hier, 96 fusillades. 96 fusillades, n'est-ce pas? Les problématiques de sécurité, de drogue, il faut de l'argent, Mathieu. Il faut mettre des flics là où il en faut des flics pour les mettre. Hein, il faut aller chercher l'argent quelque part. J'ai été joué à la ville de Bruxelles, j'avais des partenaires qui étaient sympathiques, mais pas toujours corrects. Donc, on m'a coupé mes budgets assez régulièrement pour que je ne fasse pas les politiques pour lesquelles nous étions collectivement engagés. J'ai découvert que je pouvais faire des glissements, des réaffectations, Mathieu. Il arrive un moment où tu te poses la question, est-ce que l'argent que je mets, par exemple, dans tel secteur, est-ce que il sert vraiment au Bruxelles? C'est l'exercice que n'importe quel gouvernement qui va se mettre en place ici doit faire. Est-ce qu'on ne doit pas réaffecter des moyens? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroit où on gaspille, hein, où on gaspille? Est-ce qu'il n'y a pas des politiques qu'on a décidé de faire parce qu'on pensait qu'on aurait de l'argent, mais la situation telle qu'elle évolue n'est plus la même. On doit réaffecter ou réduire la voile. Parce que sinon, à un moment donné, tous les modèles belges que nous avons de protection, de sécurité sociale, de l'État-providence et d'équité sera remis en question. Il faut remettre des gens au boulot. Hein, nous avons une région avec une spécificité par rapport à d'autres régions. Il faut aider les gens, c'est loger convenablement. Une crise de logement, elle est sans précédent. Comment faire pour que ces gens soient logés convenablement? Donc, moi, j'ai le sentiment que si un gouvernement, quel qu'il soit, de gauche, de droite, du centre droit, centre gauche, etc., sa priorité, ça sera de résoudre des préoccupations
qui existait déjà avant les élections. Donc l'absence d'un gouvernement de plein exercice, outre le fait, c'est vrai, de pénaliser les associations qui attendent certains financements, c'est de réaffecter l'argent où il doit être affecté pour répondre à toutes ces priorités. Propreté, sécurité, environnement, j'en ai certainement oublié, logement, je ne sais ce que les plus importantes ici. Et pour ça, il faut voir si une institution qui, au départ, devait fonctionner avec 90 personnes, qui se retrouve aujourd'hui avec 240 fonctionnaires, je ne vais pas la nommer, vous voyez laquelle, celle qui est pratiquement en faillite et qui doit vendre pour 125 millions d'euros, Oui. n'est-ce pas, de bâtiments, pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est le moment de se poser la question, faut-il 250 personnes dans cette institution-là par rapport aux missions qu'elle a, n'est-ce pas? Et ça, c'est le rôle d'un gouvernement en plein exercice. Donc, c'est Mais poser ces ici, questions-là. dans ce cadre-ci, on n'est Mm. pas dans un gouvernement de plein Tout à fait. exercice, on est dans un gouvernement en affaires courantes, Courante. donc il y a des pouvoirs limités. Limité, tout à fait. Et c'est vous, le Mm. Parlement, finalement, qui pouvez prendre le plus d'initiatives. Alors, comment on fait dans ce contexte-là, en sachant qu'on n'aura pas de gouvernement demain à Bruxelles-Capitale? Comment on règle les premières urgences? Par exemple, le fait que les banques soient en train de dire on va lâcher la région. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au Parlement ici pour essayer de continuer d'avoir du financement et que la région ne soit pas en shutdown dans quelques mois, par exemple? Vous avez suivi certainement que le nouveau ministre des Finances, Dick Smet, est venu avec quelques propositions, solutions. C'est que beaucoup de parlementaires, tous partis confondus, demandaient, y compris le gouvernement en affaires courantes, de faire des propositions, que ce soit à travers les 12e provisoires, qui puissent rassurer les milieux financiers de la bonne volonté ou d'une tenue saine de compte de la région. Donc l'absence de gouvernement, je ne dis pas qu'elle n'empêche pas, mais l'absence d'un gouvernement de plein exercice ne peut pas empêcher que nous puissions donner des signaux des responsabilités des bons gestionnaires. Exemple, le Parlement bruxellois, ici, pour les budgets que moi j'ai défendus auprès de mes collègues, n'est-ce pas? Nous sommes le Parlement, pas le gouvernement, le Parlement. Alors, le Parlement, c'est à peu près 70 millions d'euros de fonctionnement par an. Sur les 70 millions d'euros, nous-mêmes, on a pris l'initiative, avant la formation du gouvernement, de dire quand viendra un gouvernement, on va se faire, comment on appelle, pas harakiri, mais jet. On va maigrir un peu, nous-mêmes. 10%, donc 7 millions partis, n'est-ce pas? Okay. On a fait une proposition. Donc le gouvernement, le Parlement peut être à l'initiative de certaines décisions qui peuvent aider à rassurer les milieux et les marchés financiers pour que nous puissions, comment dirais-je, pas être dans ce que certains qualifient ou craignent de shutdown. Vous le craignez, un shutdown, ou vous le craignez pas? Sérieusement. Oui, vous savez, il y a des exemples des villes américaines qui sont en faillite, où même les habitants disparaissent, je ne sais plus laquelle. Si on regarde, ça existe. Du côté de Détroit, par exemple? Par exemple, du côté de Détroit, toutes ces villes industrielles à l'époque. Je suis d'origine congolaise. Donc, je suis pas né ici, je suis arrivé, j'étais quand même déjà un homme majeur. La ville des Kananga, Lubabu, à l'époque, au centre du Congo, dans laquelle je fais mes études. Moi, j'ai vu une ville disparaître. Et il y a des indicateurs. C'est-à-dire que un lampadaire public commence à clignoter, le lendemain, il s'éteint. On vient soi-disant enlever l'ampoule pour le remplacer. On ne remplace pas l'ampoule jusqu'au jour où le poteau disparaît. Moi, j'ai vu ça. Dans mon enfance, j'ai été traumatisé. Je ne dis pas qu'on en est là en Belgique, à Bruxelles, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas une gestion optimale, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'éclairage dans certains endroits, pas d'éclairage, pas de sécurité, installation, drogue, deal, agression de nos concitoyens et citoyennes. C'est une lourde responsabilité quand on est élu et qu'on a pris des engagements par rapport à nos citoyens. Je pense qu'il y a nécessité absolument, c'est que toute la classe politique bruxelloise se mobilise pour pouvoir trouver une solution. Certains m'ont dit que j'étais peut-être un bénéficiaire de la situation de crise, mais maintenant que je découvre un peu la fonction, c'est d'ailleurs l'une des rares que je n'avais pas assumée dans ma vie de parlementaire vers 2 ans. Je me dis, je souhaiterais être un parlementaire, comment on appelle, un président de plein exercice, comme le gouvernement de plein exercice, et savoir où je vais de manière définitive, plutôt que de ne pas savoir si dans 2 semaines, 3 jours, je vais être relevé. Et ça vous empêche même de prendre des mesures structurelles en termes de faire fonctionner le Parlement. C'est une boîte comme une autre. C'est une entreprise comme une entreprise, même s'il ne veut pas faire de bénéfices.
euh, le bug qu'on a eu en informatique. Il faut investir, il faut réfléchir avec un horizon, 10 ans, 5 ans, il faut moderniser. C'est un organe comme un organe humain qui vit, qui croit, qui peut être malade, qu'il faut soigner. Mais quand vous êtes temporaire comme je le suis, il y a plein de choses. D'ailleurs, mes collaborateurs et mes collègues, les greffiers adjoints, se rendent compte que de plus en plus, je dis, si j'étais président pour 5 ans, je ne prendrais pas cette décision-là, j'amènerai mes collègues dans un autre sens. Donc, je pense que la crise financière, le déficit budgétaire aggravant qui devient lourd de plus en plus avec les intérêts qu'il faut payer, c'est des moyens qu'on n'affecte pas pour lutter contre la saleté, la malpropreté, pour lutter contre l'insécurité et pour donner des logements en plus aux citoyens bruxellois qui sont en demande de toutes ces réformes profondes, parce que c'est sur ça qu'on a été élus, nous. Alors, Mhm. du coup, maintenant que Mhm. quelque part on fait le constat finalement que ça ne fonctionne pas, parce que si on résume un peu, depuis le début de cette interview, on a dit Mhm. que le Mhm. fonctionnement même du Parlement bruxellois, c'est une lasagne institutionnelle qui est Mhm. très compliquée, Tout à fait. même pour les experts, c'est Mhm. compliqué. Mhm. Euh, Est-ce que quelque part, on ne Mhm. devait pas inéluctablement arriver à cette crise politique à un moment donné et avoir cette non-formation de gouvernement parce que Mhm. on a Mhm. créé une région qui est trop compliquée sur son fonctionnement. Mhm. Ça, c'est une première question. Mhm. Et puis, si j'ai l'impression que vous me rejoignez rien que Mhm. quand Ouais, je ouais. regarde là, Ouais. mais quelles conséquences alors on en Mhm. tire? Est-ce que vous avez déjà mis au Mhm. travail le Parlement bruxellois pour Mhm. tirer des leçons, des conclusions de cette Mhm. crise et essayer de Mhm. simplifier le fonctionnement? La première chose, merci Mathieu, j'avais oublié parmi les bilans que j'aurais bien voulu citer de ce que ce Parlement a fait sur ma modeste et transitoire euh, provisoire présidence en tout cas, Provisoire depuis plus d'1 an déjà. temporaire, provisoire, permanente, comme j'aime bien taquiner mes collègues. Regarde, cette crise institutionnelle révèle les limites donc de l'architecture institutionnelle belge telle qu'il avait été pensé, le compromis. Les mentalités changent, les élus changent, euh, euh, les temps changent, l'environnement, le contexte. Depuis l'IA, TikTok, aujourd'hui, ça devient difficile qu'un parlementaire ne puisse pas publier son intervention dans une commission sur TikTok. C'est vrai. Avant, on faisait son intervention, on envoyait un petit communiqué de presse à Belga et on espérait avoir 3 lignes dans un journal. Rien que ça, ce comportement TikTok, les élus ont changé, les pratiques évoluent. Eh ben, moi, j'en étais tellement victime en tant que président que je me suis rendu compte que le texte qui permet le règlement d'intérieur, les règlements du Parlement, qui complète la loi spéciale, qui nous permet de dire pour qu'une question parlementaire, une demande d'explication soit recevable, c'est-à-dire qu'elle soit Oui, dans le parce qu'il fond. faut bien expliquer aux gens qu'en fait, les questions, les Bah oui, interventions que font les députés ah dans n'importe quel oui, gouvernement, au ah, Parlement, elles ne sont jamais improvisées. elles ne seront jamais C'est improvisantes. toujours une question qui est écrite Voilà, à l'avance, à qui est l'avance, par les validée, collaborateurs. et Validée. ensuite, en séance plénière, on peut Voilà. poser la question. Voilà, elle a des étapes. Elle est validée par le chef du groupe lui-même. Elle arrive auprès de nos administrations. Et le président du Parlement bruxellois a un pouvoir terrible, théorique, de marquer recevable ou pas la question, si on estime que ce sont des matières et des compétences régionales ou pas. Moi, je m'appuie toujours de manière récurrente pour éviter le parti pris, parce que je pourrais dire, allez, je vais citer un ami, Fadaïdar, il m'a disputé je ne sais pas quoi dans la vie de tous les jours, et ben je peux déclarer sa question non recevable pour l'ennuyer, etc., etc. Pour éviter ça, moi, je passe toujours par l'administration. Nous avons un service juridique qui est suffisamment étoffé avec des professionnels qui vous diront, écoutez, monsieur le président, cette question est recevable. Il y a toujours un avis préalable de l'administration sur chaque procédure, questions qui sont posées, etc., etc. J'ai découvert à titre vraiment particulier que nos règlements, notre règlement, qui fait 137 articles, n'est-ce pas, que tout le monde devrait connaître, tous les parlementaires, n'est-ce pas? Moi-même, je l'ai découvert quelques aspects de ce règlement qui n'est pas facile, sophistiqué, parce qu'il s'appuie sur la loi de 1989. Je ne dis pas qu'il n'était plus à jour,
mais qui ne permettaient plus de fonctionner de manière tout à fait objective, n'est-ce pas? Oui. Et alors, avec quelques parlementaires, c'est l'occasion de le citer, Pascal Smet, Hicham Tali, Aline Godefroy, Aurélie Tchekatsky, Marc-Jean Gezels, pour n'oublier personne, Gilles Verstraeten-Lanveya, quelques-uns du... Alors, avec un groupe de parlementaires, on s'est dit, mais on va pas s'appuyer sur ces règlements qui a l'air de ne plus fonctionner convenablement dans une situation de crise actuellement. Donc, j'ai commencé ce que j'appelle ce toilettage du règlement du Parlement bruxellois, qui nous permet, car c'est à travers le règlement qu'on sait que quelqu'un peut intervenir pour 10 minutes, 15 minutes. Je donne un exemple. Hein. C'est le règlement qui fixe, par exemple, quand est-ce qu'un groupe parlementaire est reconnu, n'est-ce pas? Quelle est la dotation qu'on donne? Il y a toute une série de dispositions comme ça qui, j'ai découvert, qui sont devenues, je ne dis pas obsolètes, mais un peu dépassé quand même. Qui ne fonctionnent pas, surtout en période de crise. Ça, c'est pour ce qui concerne le fonctionnement interne. Je présume, et je dis toujours que cette longue crise du Parlement bruxellois va laisser des traces. Elle va laisser des traces parce que le paysage politique bruxellois est, comment on appelle, éclaté, atomisé, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il y a l'idée, par exemple, chez Défi, notamment, de supprimer l'idée d'avoir une partie néerlandophone, une partie francophone, et de faire un parlement qui est uni. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous voulez aller dans cette direction-là? Moi, à titre individuel, à la ville de Bruxelles, où dans tous les partis, je n'en ai pas fait 50, j'étais chez les engagés, et je suis passé chez OMR, j'ai toujours encouragé, en mémoire de Jos Chabert, donc il n'y a que les gens de mon âge qui savent qui est Jos Chabert encore. C'était le Van Engel du CDNV, donc le grand Boana de Bruxelles. Donc déjà de cette époque-là que j'ai vécu, donc il y a beaucoup de politiques qui ont toujours plaidé pour des listes bilingues. Des listes bilingues, ça se fait à la Chambre, ça se fait à la ville de Bruxelles, à la ville de Bruxelles où je suis conseiller municipal et j'ai été échevin. Nous avons permis au VLD d'avoir un échevin qui est Frédéric Queulemans, VLD, donc ça fonctionne. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne devrait pas se faire. Mais vous savez qu'il y a la représentation garantie des accords qui ont eu lieu de néerlandophones qui font que les 17 élus flamands, quel que soit le nombre d'habitants flamands à Bruxelles, doivent être une représentation garantie. Je crains fort que ce soit un chantier interminable qui demanderait vraiment une implication de tout le monde, y compris au niveau fédéral. C'est des accords, je me souviens, j'étais déjà en politique, qui étaient difficiles à avoir. Aller détricoter ça risque d'être assez compliqué. Ce que nous pourrions faire éventuellement au niveau du Parlement pour, comment on appelle, contourner cette atomisation, cette fragmentation du paysage politique bruxellois dans nos règlements, est-ce qu'on doit donner à un parti politique qui n'a qu'un seul représentant comme le CDV 20 minutes de temps de parole lorsqu'il s'agit d'une discussion générale sur, par exemple, le titre service? Est-ce qu'on doit donner le même temps de parole à Benjamin Gall Est-ce que au-delà des temps de parole, est-ce qu'on ne doit pas envisager d'aller plus loin? On a parlé du Parlement francophone bruxellois, du Parlement néerlandophone bruxellois, et on arrive tous les deux finalement pas à dire qu'est-ce qui gère, c'est quoi leurs compétences. Alors pourquoi continuer? Pourquoi ne pas avoir juste dans son fonctionnement exactement pareil comme maintenant, avec les 17 élus néerlandophones et les 72 du coup francophones? Pourquoi est-ce qu'on supprime pas ces deux parlements-là et on confie tout au Parlement bruxellois classique? Mathieu, je me demandais si j'allais t'entraîner sur cette piste-là, sur ce chemin-là. Parce que j'essaye de me mettre à la place de ce que les gens qui s'y connaissent pas doivent se poser comme question aussi. Je suis sûr que c'est une question. Je crois que je vais me faire fusiller. Je vais me faire fusiller par certains de mes amis. Eh ben, actuellement, ça fait 18 mois que le Parlement francophone bruxellois et le Parlement bruxellois sont gérés par le même individu, avec des économies allant jusqu'à 1,5 million, n'est-ce pas? Donc, c'est une idée d'ailleurs, à César ce qui est à César, parmi les idées lancées par Georges-Louis Boucher dans la rationalisation des institutions, lui ou d'autres, je ne sais plus très bien. À un moment donné, il y a une idée de fusionner les greffes, c'est-à-dire les administrations. Actuellement, c'est ce qui se passe. Je suis président du PRB, président de la COCOF, n'est-ce pas? J'ai un cabinet réduit. Je n'ai pas de cabinet en COCOF, n'est-ce pas? Pas de cabinet, pas de rémunération, pas de cabinet, pas d'outils en COCOF. Je suis un président bénévole, un peu, quand même. J'assume cette charge de manière pleine, n'est-ce pas? Celle qui fait assumer par mon brillant collègue Calvin Soares.
n'est-ce pas? Eh ben, il a été président, je fais la fonction full time, comme un président normal, mais sans rien, n'est-ce pas? Et j'assume la présence du Parlement bruxellois. J'espère que je ne tarde pas trop là-dessus, mais quand même, avec moins de moyens qu'en avait mon précédent Rachid Madan, et pas de majorité. Donc, je dois négocier chaque décision. Ouais. Je dois négocier, Mathieu, négocier. C'est une qualité, semble-t-il, que j'avais et que j'ignorais, mais en tout cas une réalité qui m'a permis, je ne dis pas de développer certaines précautions avec tous les chefs. Je dois consulter tous les grands bonnas de ce Parlement qui ne sont pas que des néophytes. Hein. On a 4 ministres ou 3 ministres fédéraux qui siègent ici, des anciens ministres bruxellois. Donc ce n'est pas la 4e division, comme j'avais entendu une de mes amies dire jadis que le Parlement bruxellois, c'est la 4e division. Non, c'est pas la 4e division. Nous avons des Messi, de Mbappé, de Ronaldo, qui ont changé de club. Et ça rehausse la qualité des débats, les enjeux dans ce Parlement, rien que par les personnalités d'envergure nationale qui sont venus se battre ici. D'ailleurs, pour certains, le Parlement bruxellois semble être un lieu où on a reproché à certains de vouloir transformer. Ça reste le cœur du pays, en fait. C'est la capitale de l'Europe. C'est la capitale de l'Europe qui réunit toutes les institutions. C'est une région, malheureusement, qui, pour moi, à mon goût, a pas pris sa place ou n'avait pas pris suffisamment sa place avec le privilège d'accueillir les institutions européennes, première capitale diplomatique du monde selon Bernard Carentin, récemment ministre des Affaires étrangères, 2e ville cosmopolite du monde après Dubaï. Autant d'institutions, c'est des atouts, malheureusement. Je trouve que le Parlement, je peux parler du Parlement, peut-être un peu de la région, n'avait pas pris sa place. C'est pour ça qu'avec les greffiers que j'ai et quelques collègues, nous essayons de l'ouvrir, de prendre sa place, de faire de cette maison, je ne suis pas socialiste, mais une vraie maison du peuple. Le nombre de visiteurs, les personnes qui doivent savoir ce qui se passe, communiquer les informations, les décisions qui sont prises. Moi, si j'étais ici un peu plus longtemps que le temps qui m'est imparti, si j'étais d'une manière définitive, mon point d'honneur aurait été à faire que, quand on passe à la Grand Place, la ville de Bruxelles, dont je regrette le déménagement à Bruce City, parce que le collège ne s'est réuni plus dans le bâtiment de la Grand Place, il s'est réuni à Bruce City. Mais quand les gens viennent à la Grand Place, que systématiquement, on est à un jeu de pierre qui viennent visiter le Parlement bruxellois pour maîtriser et comprendre les institutions bruxelloises. Je mets un point d'honneur à dire à tous mes amis, d'ailleurs, y compris à l'administration, que les Bruxellois, le Parlement, les institutions bruxelloises doivent être connues des Bruxellois. Si j'avais les mains libres, je ferais des initiatives qui iraient au-delà de ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Dans vos initiatives, justement, vous avez proposé le déménagement du Parlement bruxellois au Sénat, puisque le Sénat est voué à être supprimé. En tout cas, on a commencé les travaux préparatoires pour sa suppression. Oui. D'où vous vient cette idée, quelque part? D'abord, j'ai été sénateur moi-même de 2013 à 2000 bon sang. J'ai une longue carrière, je commence à oublier. Mes nombreuses fonctions occupées, ça m'aide peut-être dans ma fonction actuelle de président. Donc, professeur et tout ça, etc. Donc, je crois 2019. Donc, j'ai vécu dans l'institution, que j'ai aimé beaucoup, et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs notre collègue Ahmed Laoueche. Nous siégeons ensemble en commission économie. Quand c'était de cette ancienne formule, j'ai apprécié l'institution avec la vocation. Je l'ai vécu, la 6e réforme qui a confisqué une série de compétences au Sénat pour ne garder que 25% à peu près. C'est des bâtiments majestueux. C'est un des plus beaux hémicycles d'Europe, je dirais même, hein, n'est-ce pas? Outre le Parlement italien, français, j'ai déjà visité. Donc c'est un endroit, je veux dire, de prestige, je dirais, pour l'exercice de la fonction politique. Donc, j'ai entendu un jour Georges-Louis Boucher lancer un boutade comme ça, parmi les nombreuses idées. Vous savez, mon président, il va vite, Oui. et en parole et en réflexion. On a le mal de le suivre, mais parmi les nombreuses idées qu'il a lancées, j'ai dit pourquoi pas, omnit, n'est-ce pas, pourquoi pas. Et puis, je me suis souvenu que cette institution a bien, comment on appelle, bien structuré. Elle a été construite pour ça. Donc, ici, par exemple, vous avez rencontré M. Renders lors de son audition Métro 3, ben, vous étiez dans la salle 206-201.
Oui, Lorsque vous enlevez ces salles de commission, pour un Parlement qui fonctionne, il n'y en a que deux. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Il n'y en a que deux. Donc, il arrive qu'il y ait parfois un conflit de salles, etc., etc. Et puis, on utilise la 323, 321 au troisième étage à côté de l'hémicycle plénière. Or, dans le Sénat, euh, vous avez la salle A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, jusqu'à la salle K. Donc, oui. comptez le nombre de salles qui sont prévues. Les grands hémicycles majestueux, la salle M ou la salle K, qui contiennent beaucoup plus de personnes. Donc, j'ai entendu certaines personnes qui connaissent pas le Sénat dire, oui, mais c'est petit. Les sénateurs sont logés dans ce qu'on appelle l'ancienne maison de la SNCB, c'est-à-dire à la maison de parlementaire. Moi, j'y ai vécu quelques années. Il y a des bureaux vides, vides, vides. Entre-temps, bien sûr, mon prédécesseur Rachid Matan a acheté le 72 en face de la rue du Lombard, qu'on était en train d'occuper et d'équiper, n'est-ce pas, qui a déjà été inauguré. Mais sachez que derrière un parlementaire, il y a un temps plein, un collaborateur temps plein, il y a des stagiaires, il y a d'autres personnes qui peuvent travailler. Donc, un parlementaire entraîne euh, un certain mouvement. Mhm. L'idée d'aller au Sénat, moi, je trouve toujours qu'elle reste une idée comment dirais-je, pour ne pas vexer mes collègues, à étudier. À étudier, pourquoi pas, le Parlement bruxellois. Certains m'ont dit l'autonomie de l'argent Bruxelles Capitale. Mais le Parlement bruxellois, il a commencé dans la salle du Congrès. La salle du Congrès, c'est-à-dire dans l'aile, la maison de parlementaire au troisième étage. Certains craignent qu'en déménageant au Sénat, vous Euh, perdiez en autonomie. oui, oui, j'ai entendu des idées, comme dirait Freddy Tillmans, saugrenues de tout genre pour justifier que c'était pas une bonne idée. Moi, je Parce que pense c'est vrai que ceux que qui me, oui, oui. dans les faits, Mhm. c'est le même bâtiment que la Chambre des C'est le représentants. même Donc vous vous bâtiment. rapprochez, vous devenez voisin du gouvernement fédéral en fait. La Chambre a hébergé le Parlement bruxellois dès sa naissance, à la salle du Congrès. Et d'où vient cette perte d'autonomie, soi-disant, parce qu'on aurait un voisin qui serait la Chambre de représentants. Je trouve que l'idée devrait être vraiment examinée. À long, à moyen terme, on est en crise, on a une crise de logement dans ce pays. Une terrible crise de logement dans cette région, aiguë, très très aiguë, n'est-ce pas? Ces endroits, outre ces bâtiments qui sont classés, ces aspects qui sont classés, etc., etc. L'idée de voir si certaines ailes, après déménagement éventuellement, n'est-ce pas, si certaines ailes de ce Parlement ne peuvent pas réaffecter au logement, pourquoi pas? En dehors de ce qui est classé, pourquoi pas? Donc l'idée n'est pas si idiote que ça. Hein, donc, moi, je pense que un jour, j'espère que les gens qui vont nous remplacer, il n'y aura pas de tabou pour faire déménager cette institution qui a grandi au fur et à mesure. On a acheté le 72 en face. Un jour, on a fait les relais postales. Et puis derrière, il y a comment on appelle la rue du Chêne. Et je n'ai pas sorti cette idée par hasard. C'est parce que j'avais entendu dans des conversations tout à fait informelles des estimations pour la remise à niveau de certaines ailes de ce Parlement, des chiffres allant jusqu'à 45 millions d'euros. 45 millions d'euros. Alors, si vous voyez bien le Parlement bruxellois, vous commencez au 57, au 69, au 77. En face, il y a le 72. À l'arrière, vous avez les 14, le 20, le 22. Donc, c'est Vous tout parlez des numéros de rue là, du parce que numéro de en rue. fait c'est le même bâtiment qui a plusieurs C'est numéros de le rue. Parlement qui s'étend sur deux rues avec des Legos. Avec des Legos, ce qui n'est pas tout à fait, je vais dire, je ne dis pas correct, mais pourquoi n'est pas un jour faire une étude de faisabilité pour voir est-ce que on ne gagnerait pas de l'argent, par exemple, au 14-16 qui n'est pas classé, qui est un bâtiment obsolète déjà. Et, entre les deux, il y a une fermette, un bâtiment patrimonial de 1600 qui est à conserver, etc., etc. Donc l'idée d'aller faire des calculs simplement additionnés pour voir est-ce que ça ne coûterait pas moins cher de prendre un bâtiment qui a été destiné ici, cet endroit, c'est l'ancien palais du gouverneur du Brabant. Ce n'était pas un Ouais. parlement. C'était pas un parlement. Le Sénat a été construit comme parlement pour fonctionner comme un parlement. Donc l'infrastructure a été pensée, imaginée, conçue pour qu'il fonctionne comme une assemblée et qu'il puisse abriter des institutions démocratiques de ce genre-là. Ici, nous avons un peu forcé la nature, etc., etc. Je ne dis pas qu'il convient pas. Je dis ceux qui ne veulent même pas réfléchir sur ça. Alors, je me dis, c'est pas la bonne gouvernance hein, de ne même pas examiner l'opportunité. Je trouve que ce n'est pas saugrenu, idiot, ni débile complètement
de se dire pourquoi n'est pas envisagé. Le Sénat, c'est 60 parlementaires. Les sénateurs aujourd'hui, vous connaissez la Constitution, 50 qui viennent des communautés, Oui. 10 qui ont été cooptés, avec un personnel conséquent aussi. J'ai oublié leur budget, n'est-ce pas? C'est presque équivalent en termes du personnel, en termes de temps, mais on bénéficierait d'un endroit très, 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 très majestueux. Il faudrait peut-être tout simplement, au lieu de laisser les lions et les choses qui sont sous les fauteuils, le mettre l'iris dessus, ça pourrait être Le assez... symbole de la région Tout à bruxelloise. fait. Tout à fait. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, franchement. Ça, c'est pour dans le futur, du coup. Tout à fait. Mais l'avenir proche, comment est-ce que vous l'envisagez? Votre poste de présidence, vous l'envisagez jusque quand? Jusqu'aux prochaines élections? Jusqu'à un nouveau gouvernement, par exemple? Vous voyez, je dis, je dis pas l'avenir nous le dira, je dis que l'article 17 du règlement de ce Parlement, quand on est élu pour une saison. Donc ceux qui sont vice-présidents, secrétaires, membres des commissions le sont jusqu'au 15 septembre 2016, logiquement, n'est-ce pas? 2016. 2026. Ok. 2026, je me suis trompé d'un chiffre. Jusqu'en 2026. Ça, c'est le règlement. Donc, en principe, à la rentrée, c'est en ce moment-là que les bureaux, les présidents, logiquement, le règlement permet qu'on puisse mettre, comment on appelle, faire une élection. Donc, pour éviter qu'il y ait des élections, généralement, les partis qui sont en majorité s'entendent pour proposer quelqu'un, pour éviter, comment on appelle, l'empoignade, un spectacle en plein air. Jusqu'à présent, je touche du bois, on n'a jamais procédé à une élection d'après ceux qui ont confectionné ce Parlement. Donc, on verra bien le 15 septembre 2026 s'il y aura une majorité. C'est la majorité qui propose en général le président de l'Assemblée. On va arriver tout doucement à la fin de cette interview. Quand même, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour d'un petit peu tout. On pourrait terminer simplement avec peut-être vos espérances pour l'avenir de la région bruxelloise, en tenant compte un peu de toute cette crise. Et j'ai envie de penser aussi aux citoyens bruxellois, à toutes leurs craintes, parce que derrière cette absence de gouvernement, il y a des chefs d'entreprise, notamment dans le secteur de la construction, qui sont en train de faire faillite. Par exemple, il y a tout le secteur associatif, tous les patrons d'ASBL, de gens qui sont là pour aider l'autre quelque part aussi, qui sont eux aussi en difficulté, qui doivent procéder à des licenciements. Votre espoir pour l'avenir proche, pour régler tous ces problèmes, c'est quoi? L'assainissement. Un gouvernement, bien sûr, et l'assainissement. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Quand on vit au-dessus de ses moyens, un jour, il y a un huissier qui vous arrive et qui vous prend les meubles, tout ce qu'il y a, vous ne savez pas vivre. Donc, c'est comme un ménage normal. J'espère d'abord qu'il y ait une espèce de, comment dirais-je, de sursaut de la classe politique bruxelloise, qui fait des efforts, hein, David Lester, Boucher, Lawesh, tous les autres, de Beukelard, malheureusement, qui est en train de partir. Et tous ces gens se sont quand même un peu bougés pour essayer de nous donner un gouvernement. J'espère qu'il y aura un gouvernement. Et s'il y a un gouvernement, on ne pourra pas éviter de remettre de l'ordre dans les finances. David Lester avait l'habitude de dire il faut un shérif dans cette ville pour mettre de l'ordre, pour aider à ce qu'il y ait de la sécurité, parce que les Bruxellois n'ont pas seulement besoin de nourriture, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de propreté, ils ont besoin que la crise du logement soit gérée et jugulée convenablement, ils ont besoin de plein de choses en matière de mobilité. J'ai oublié une crise de mobilité. Est-ce qu'on va continuer avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Les commerçants qui sont en faillite aussi, c'est pas ceux-là, ils attendent pas toujours les subsides. C'est là tout simplement, c'est parce que les clients ne savent pas arriver aux endroits. Ils préfèrent aller manger à Waterloo alors qu'ils habitent Uccle et pas plus loin. Donc, un gouvernement de plein exercice peut prendre des décisions qui peut pas tout solutionner, mais quand même répondre aux attentes de Bruxellois. Ça, on ne sait pas faire autrement. Le Parlement ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Je souhaite aux Bruxellois, ce gouvernement de plein exercice, que même si on est en période pas de récession, mais de gestion responsable, il paraît qu'on ne peut plus dire des bons pères de famille, mais j'espère un gouvernement qui a les mains libres pour
faire des politiques nouvelles? Devons-nous continuer avec le métro 3? Devons-nous mettre les mêmes moyens sur Canal comme on avait mis, comme on a mis par le passé? Est-ce que nous devons mettre l'argent dans certaines institutions? La multiplication du nombre de fonctionnaires qu'on a créés en temps d'abondance, est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que le Bruxellois est mieux servi avec tout ça? Moi, j'ai présidé une CISP, on est parti à la 6e réforme, de 33 logements sociaux à 16. Ne faut-il pas continuer à fusionner ces logements sociaux pour, en question de rationaliser les moyens, pour pouvoir donner un meilleur service, créer davantage de logements sociaux? Peut-être que l'argent qu'on gaspille dans la gestion, on pourrait construire de nouveaux logements sociaux comme à Paris, transformer même des bâtiments, je ne dis pas emblématiques, mais enfin de certains standings pour en faire des logements moyens, la classe moyenne qui n'arrive pas à s'acheter un logement. Est-ce qu'on ne peut pas faire continuer à examiner, comme nous l'avions proposé, l'acquisitif et aider les jeunes ménages à se sédentariser? Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait faire éventuellement s'il y a un gouvernement. Je pense, je garde bon espoir. Bruxelles a l'avantage d'être une capitale. Nous devons profiter de notre statut de capitale européenne, siège des institutions européennes et première ville diplomatique du monde. Je reste optimiste. Un dernier mot peut-être sur la formation du gouvernement. Actuellement, on est sur une initiative d'Ivan Verhofstadt. Est-ce que vous croyez que c'est peut-être enfin à la bonne monture? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un gouvernement dans un avenir proche? Ou bien est-ce que c'est encore une initiative vouée à l'échec? Ma position de président d'Assemblée en exercice futur provisoire, C'est un peu difficile pour vous de répondre à cette question-là. Je ne peux souhaiter au Bruxelles d'avoir un gouvernement, quel qu'il soit, en tant que Bruxellois moi-même d'abord, et président d'Assemblée, et même dans ma fonction de président d'Assemblée, qui n'a pas de gouvernement, je souhaiterais plutôt qu'il y ait un gouvernement et que si j'avais la confiance et de mon parti et de mes collègues pour assumer la fonction, sans se cacher, jusqu'en fin de législature, j'aurai alors les moyens nécessaires pour pouvoir, comment dirais-je, rationaliser le fonctionnement de ce Parlement, le moderniser un peu plus. J'avais dit à Charles Piquet, quand il était ministre aussi, et président ici, j'ai dit, Charles, tu es un des artisans de l'argent Bruxelles Capital, tu as dans la légitimité pour transformer absolument ce Parlement de manière tout à fait concrète. J'étais derrière pour le pousser à changer toute une série de fonctionnements dépoussiérés, comme je le disais. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un gouvernement, que le président qui soit à ma place puisse pouvoir moderniser encore ce Parlement un peu plus loin, le mettre dans sa fonction d'une région Bruxelles capitale avec tous les atouts que cette position devrait amener tout en donnant des solutions aux préoccupations des Bruxellois qui sont nombreux. Bertin Mampaka, merci pour cette conversation, je pense, qui était très intéressante. J'espère que vous aurez pu répondre au moins à certaines questions que les Bruxellois et les Belges se posent. Voilà qui termine cette interview. Si jamais ça vous a intéressé, si vous aimez mon contenu, je vous invite évidemment à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, si vous me suivez aussi, je vous invite à aller vous abonner chez Mathieu. Comme ça, on est tous gagnants de cette interview. Merci Bertin Mampaka.